Alors, nous sommes de retour sur ce plateau de Sans Rancune et je m'empresse de donner la parole à M. Paulin Bala qui va accueillir pour nous son invité livre qui a écrit Les cinquantenaires, ça c'est mieux prononcé, de la honte. Paulin. Oui, Massé Malon est notre invité. Il aime se faire appeler par la conscience du village en émergence. Tout à fait. Parce qu'il indique que son nom tonne comme du tonnerre. Mais enfin, on aura l'occasion de pouvoir retrouver dans le livre qui est bien Les cinquantenaires de la honte, avec un sous-titre La confrérie des calbasseries des Guimbardes. Enfin... La totale. C'est la totale. En fait, c'est un essai poétique, et essai poétique est bien ici à sa place parce que sur les 225 pages, on a du plaisir à découvrir un ensemble de poèmes qui balaient complètement la société. L'ouvrage est paru chez l'Harmattan Cameroun avec une préface de quelqu'un qu'on connaît aussi bien, c'est un journaliste politique, enseignant de journalisme, Benjamin Youm. Alors, les cinquantenaires de la honte, c'est donc ces 50 poèmes aussi. Il a bien voulu mettre également 50 poèmes qui sont complètement colorés, je l'ai dit, rythmés, parce qu'il y a beaucoup de rimes à l'intérieur de ces poésies-là, mais aussi des poèmes où il ressort complètement ce que j'appellerais des formes je sais pas, des néologismes, en fait, une sorte de rhétorique dont lui seul a le secret. Tiens, je vous prête quelques florilèges pour s'en convaincre. Il indique par exemple que le gangstérisme barbare des traders cumulards des métiers de l'art, les jacasseries jouissives des filles de Cujas, ou bien le pique-nique des indépendances folkloriques. Mais au-delà de ces jeux de mots, de cette rhétorique qu'il manie bien, Massé Malon, il faut quand même dire qu'il s'intéresse à un ensemble d'aspects de la société, d'actualité, des sujets d'actualité, partant de la culture, qui est son domaine, parce qu'à la base, c'est un scénariste. Il a étudié, il est de formation, je dirais, scénariste un peu. Le cinéma, c'est son domaine. Et donc, il décrit un peu le mode de gouvernance des sociétés de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins de droits d'auteur, la disparition complète, le côté cinéma, des salles de cinéma à Yaoundé, mais aussi met un doigt sur, là où ça fait mal, sur les questions du milieu sportif avec des lions indomptables notamment, ou alors le football de nos malheurs, comme il indique. Il n'épargne pas la politique, avec cette opposition qu'il appelle, il faut bien que je retrouve l'appellation précise, il qualifie l'opposition des têtes de cochon, mais aussi, il ne laisse même pas les journalistes, hein. Il parle du journalisme des couloirs gombotiques. Massé Malon, oui, l'actualité nous en révèle pas mal de choses. Donc, Massé Malon balaie un peu, j'ai envie de dire, son miroir dans la société camerounaise, et pas que. Parce qu'il invoque également un ouvrage, enfin non, un titre de poème qui est cette fois-là les cinquantenaires de la honte, pas les cinquantenaires. Là où il parle un peu des histoires de coopération avec les États africains et les colons, notamment cette question de spoliation des États, l'avilissement des peuples, mais aussi 50 ans plus tard, ces peuples qui n'ont pas pu retrouver leur indépendance. Voilà un peu résumé les cinquantenaires de la honte, même s'il faut quand même préciser qu'à le lire, on a du plaisir, c'est à conseiller, mais il y a comme une forme de recherche permanente, j'ai envie de dire, des rimes, ce qui fait que pour les puristes quand même de la poésie, on aurait du mal à comprendre qu'il y a parfois non-respect de la césure entre les vers, et donc c'est peut-être ce qu'on peut reprocher à Massé Malon dans les cinquantenaires de la honte. Enfin, c'est les questions d'actualité. Entre spécialistes, on va peut-être, parce que moi je ne comprends pas les quoi, vous avez dit il manque oui, quoi, mais vous savez, il sait bien très bien qu'entre les vers, il y a des formes de césure où on peut respirer, ou pour qu'enfin. Mais lui, on a l'impression qu'il recherche beaucoup plus la rime à chaque fois. Si je dis par exemple, certes le devoir de mémoire nous interpelle, mais que faut-il commémorer en 50 ans? Enfin, c'est un peu plus technique. Et heureusement, oui, Massé Malon, peut-être bonsoir déjà et merci d'avoir accepté de venir échanger et soumettre votre livre à la connaissance et aussi à la critique hein, de nos téléspectateurs. Alors, les questions de césure, vous ne laissez pas respirer, vous êtes omnibulé par le désir de faire rythmer votre texte. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Et je suis ému parce que l'économie qu'il a fait de ce livre
c'est tellement enrichissant que j'ai l'impression qu'il a parcouru entièrement et qu'il a lu point par point. Vous savez, on est habitué avec ça, avec suis monsieur. émerveillé et Il a des compliments. Je me demande si peut-être il ne voit pas les invités avant pour leur dire dites des non, choses certainement gentilles sur pas moi, avec parce moi. que Avec moi, c'est tous les invités trouvent qu'il fait bien l'économie du livre et puis... Peut-être Je vous j'aurais mieux fait rappelle que même... Massé Malon est un chroniqueur culturel et qui n'a pas la langue dans sa poche parce qu'on l'a très souvent suivi dans... Ça se voit aussi dans ses livres, dans son livre. Ben, bien avant, permettez quand même que je salue vos fidèles téléspectateurs et vous-même, Jules, Paulin et Annie. Annie, à qui je voudrais bien faire quelques pas des avances en direct. J'ai eu envie de le faire. J'ai eu envie de le faire. Tiens, j'oserais même. Je crois qu'il faut oser quelquefois. Puisque nous sommes là, il ne faudrait pas que je me balade. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la peine parce qu'Annie, même si elle ne le dit pas, et même si ça ne se voit pas, est très, très engagée. Ah bon. Ben, je dirais qu'il est des fois comme ça où le créateur, très passionné par l'art créatoriel, à un moment donné, veut démontrer à l'humanité qu'il est le meilleur créateur du monde. Bref, qu'il est le meilleur artiste. Et vous savez, il matérialise sa créature par des chefs-d'œuvre tels que Annie. Merci. Il ne faut pas faire comme nous avons sur le plateau. En fait. Et il est tellement jaloux de sa créature qu'en fait, il donne une tribune si splendide à sa créature. Si on parlait du livre, c'est gentil. Si c'est juste pour qu'elle ne tire pas à boulet rouge sur moi tout à l'heure. Si on parlait de votre livre, justement. Alors, pourquoi ce jeu de mots? Parce que moi, avant d'avoir vu le livre, quand Paulin m'a donné le titre, je croyais bien entendre les cinquantenaires de la honte, alors qu'il s'agit bien des cinquantenaires de la honte. Pourquoi ce jeu de mots? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Ben, ce que j'ai voulu exprimer, en fait, c'est comme vous constatez là, c'est-à-dire qu'on rigole, on blague de tout ce qui est réel. En fait, il se trouve qu'à travers cet ouvrage, j'ai voulu matérialiser des crises de nerfs subies par ma personne. En fait, je me porte garant de ce que j'ai écrit. Je ne voudrais pas que des gens aient l'impression que je fais des procès d'intention aux individus. Ce que j'ai écrit est l'émanation de mon fort intérieur, ce que les latins appellent ab imo pectori. Donc, j'assume pleinement mes écrits et je voudrais qu'à travers ces crises de nerfs que j'illustre en ce que Paulin a appelé 50 poèmes, en fait, c'est 50 pamphlets, à mon avis. 50 pamphlets pour démontrer en 50 ans que nous n'avons pas avancé, mais nous avons peut-être reculé. Et tellement reculé qu'aujourd'hui, les gens ne s'assument pas. Il y a des gens qui prennent des décisions et n'arrivent pas à les matérialiser tout simplement parce que ils n'ont pas conscience, certes, de ce qu'ils représentent pour la société et de ce qu'ils devaient révéler aux autres en tant que repères, moi j'ai l'impression. Et ces cinquantenaires de la honte, ce jeu de mots, les 50 en chiffres, nerfs comme nerfs sciatiques, c'est juste pour illustrer les cinquantenaires, c'est un calembour en français. Cela se fait et je crois que les auditeurs ont très vite, les téléspectateurs, autant pour moi, c'est vrai que je suis habitué aux auditeurs tout le temps, les téléspectateurs ont très vite compris le jeu de mots. C'est sur le plan scripturaire, c'est une volonté réelle pour moi de matérialiser ces 50 ans que nous avons vécu en Afrique, qui sont une véritable honte pour le jeune Africain que je suis. Vous voyez, ce n'est pas parce que je rigole, je ris, mais en fait, je fais comme Molière, le bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire que pour psychanalyser les maux de la société, je les passe au pain fin, je les passe au scanner, du drame, psychodrame, du rire, glauque, en fait. En 50 ans d'indépendance, puisqu'on parle de nos 50 ans, des États africains, quel est pour vous le domaine qui a le plus causé les crises des nerfs, à votre avis? Le domaine qui a le plus posé des crises des nerfs, c'est l'identité des individus. Les gens ont honte d'être eux-mêmes. Vous voyez, je me surprends souvent en train d'écouter dans des sonneries d'attente, de téléphones portables, des musiques qui viennent d'ailleurs. Nous avons des richesses chez nous. Je prends le cas de la berceuse, que j'ai fait jouer par exemple à José Lenga, au 11e étage de Hilton, bar panoramique, que je fréquente de temps en temps parce qu'il y a de la belle musique là-bas. C'est au sommet. Contrairement à ceux qui vont dans les vallées, c'est-à-dire que les bars environnants qui ne permettent pas aux gens de s'enrichir spirituellement et mentalement. Vous faites un peu de publicité en passant. Vous savez, la berceuse, en fait, c'est pour dire aux gens qu'il y a des endroits ludiques où l'on peut vivre l'émerveillement total sur le plan artistique et enrichir son âme et son intelligence. Les gens sont concentrés sur des espaces véritablement abscons, inintelligibles, qui ne permettent pas le plein épanouissement de l'être humain. Mais il faut leur montrer que dans la cité capitale, il y a des espaces où les gens s'expriment intelligemment. Ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser son doigté magique de la guitare pour illustrer
la note hautement intelligente de ce que j'appellerais la note bleue. Mais la musique venue d'ailleurs se joue aussi avec la guitare. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser ce doigté magique-là pour illustrer à travers chaque grincement de guitare une parcelle d'intelligence de l'humanité. Vous trouvez aujourd'hui qu'en Afrique, il y a une réelle crise identitaire? Tout à fait. La crise identitaire a atteint un degré où, chez nous, par exemple, je reviens sur la berceuse, parce que c'est un cas véritablement école et je crois que les gouvernants devraient s'y apitoyer. Vous avez la berceuse qui a été conçue par des griots, par des joueurs de vêtements et camps pour bercer des enfants en âge mineur. Vous voyez, aujourd'hui, on a déstructuré la berceuse. C'est devenu un élément socio-culturel qui passe plutôt le temps à valoriser ce que j'appellerais des bassesses, des voluptés, des jambes en l'air et qui passe le temps à bercer des adultes pervers. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi les gens fuient cette identité réelle qui voudrait que l'on s'incline devant les enfants, qu'on les entretienne, qu'on les encadre, qu'on les élève pour qu'ils soient la volonté réelle de nos peuples de demain. Mais il se trouve que chez nous, on préfère s'apitoyer ou bien on préfère se laisser emporter parce que j'appellerais des choses bassement instinctives et ne pas accorder plus d'intelligence à ce qui peut permettre le plein épanouissement de l'être de l'individu. C'est pourquoi je parle de la perte de l'identité réelle des Africains, des Camerounais. Moi, fondamentalement, j'en suis victime. À propos de cette crise identitaire, quelle est la responsabilité? Là, j'interpelle l'enseignant parce que vous êtes également enseignant en audiovisuel. Tout à fait. Vous avez parlé des 25 ans audiovisuel là-bas pour parler de 25 ans de vampirisme audiovisuel ou alors de ce journalisme de couloir gombotique. Quelle est la responsabilité des formateurs? Et donc vous, par exemple, qui voyez un certain nombre de jeunes passer devant vous par votre moule et qui sortent complètement perdus, acculturés, j'ai envie de dire. La responsabilité des encadreurs, des enseignants et même des hommes de médias, j'insiste là-dessus. Les hommes de médias ont une part belle, c'est-à-dire un rôle très important et prépondérant même dans la formation, l'éducation et même ce que j'appellerais l'émancipation des jeunes. C'est très important. Il est coutume de constater dans les chaînes de radio, de télévision, que les hommes de médias et quelquefois des enseignants laissent passer certaines incongruités. Il est question ici de jouer le rôle de censeur quelquefois. Vous allez me dire, oh, est-ce qu'on va se prendre pour les tous et ni tous des gens qui véritablement sont d'une sainteté révélée? Mais je vais vous dire qu'en réalité, l'enseignant a un rôle majeur. Chaque enseignement que vous portez auprès de vos éléments, à savoir des étudiants, les élèves, est capable de transfigurer leur vie. Et cet enseignement a pour rôle essentiel d'enlever ce voile nébuleux qu'on a placé devant tous les jeunes africains, devant tous les individus pratiquement en Afrique, pour leur faire croire que la beauté du monde réside dans les artifices de l'inconscience et de l'incontinence. Il est question de lever ce voile et de démontrer que la réalité profonde de l'être est plus importante que l'attachement au matériel, à ce que j'appellerais ici les artifices. C'est très important. Et l'étudiant qui côtoie un enseignant qui a ce degré de révélation de soi est capable par lui-même de se déterminer, de s'autodéterminer et donc de se trouver une voie dans la société. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris, même sortis des grandes écoles, vous avez des étudiants qui prêchent par mimétisme. C'est-à-dire qu'ils veulent imiter tel, veulent être comme tel. Or, il est question que chaque individu soit lui-même. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir des journalistes? Ils sont très rares, très peu dans le domaine. Et il est vrai qu'à Vox Africa, vous avez trouvé une alchimie particulière de créer une sorte de journaliste people qui véritablement s'identifie par rapport aux autres. Mais ce n'est pas le cas partout. Aujourd'hui, on a des journalistes qui veulent être automatiquement comme Charles Ndongo, comme, qui dirait encore, François-Marc Mozom et bien d'autres. Le problème, ce n'est pas que ça ont quelque chose de mauvais. Vos étudiants veuillent vous ressembler. Moi, ça va me gêner profondément qu'il veuille me ressembler. Parce qu'en fait, l'enseignement que je lui prodigue, ce n'est pas d'être comme moi, mais c'est d'être au-dessus de moi, largement au-dessus, et de se construire sa propre personnalité. C'est très important en tant qu'identifiant, en tant qu'élément de repère, pour qu'il puisse s'afficher en tant qu'individu. Vous savez, quand vous écoutez les radios aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Même à la télé, tout le monde fait la même chose. Or, il y a tellement de journalistes qui sont formés et on n'arrive pas à faire la différence entre les programmes de télé, entre le débit vocal et même le rythme de langage de chaque journaliste. C'est délicat aujourd'hui. Je crois qu'il faut que les enseignants s'y penchent. Il y a des enseignants qui y travaillent. D'où la conscience du village en émergence. C'est très important, je vous assure, parce que, Jules, permettez-moi de continuer sur ce chemin pour dire qu'en fait, il est très important que les étudiants savent ce que c'est
être un journaliste, ce que c'est être un homme de médias. Un homme de médias, c'est d'abord un personnage, c'est d'abord une personnalité. En termes de personnage, vous devez savoir qu'il y a des éléments fondamentaux qui entrent dans la construction de votre personnage. Il y a des éléments liés à la société. Hein? Vous sortez d'où? Hein? Quand vous parlez à la radio, vous parlez comme qui? Comme quelqu'un qui est de Tambafia ou bien comme quelqu'un qui sort de Paris? Ou bien comme quelqu'un qui boit le vin de Palma Sokeli. C'est très important à savoir. Hein, sur le plan psychologique, mental, est-ce que vous êtes un Fred Cooker à l'antenne? Vous avez, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de maniaco-dépressifs qui parlent à la radio, à la télévision. C'est très important, il faut le dire aux étudiants. Maintenant, sur le plan de ce que j'appellerais de la représentation visuelle, je vous assure, c'est très important. Je vois de belles tenues africaines que vous arborez. Je crois que c'est salutaire pour l'Afrique. Oui, c'est salutaire pour l'Afrique de demain. Mais combien sont-ils, ces journalistes-là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème lorsqu'on parle de crise d'identité en Afrique? Généralement, on regarde ce qui est visible. Voilà. On regarde les vêtements, on regarde la danse, on regarde la musique. C'est les exemples que vous avez pris aujourd'hui. Mais est-ce que l'identité africaine, ce n'est pas plus profond que cela? Mais c'est ce que on peut s'habiller européen, mais avoir son identité profondément africaine. Ben, le drame, c'est que quand vous commencez à parler comme Chirac, ça pose problème. Ne m'empêchez pas, moi, de parler comme quelqu'un qui chasse les rats à Sokélé, qui boit du vin de Palma. Je suis sérieux à ce niveau. Parce que j'ai eu une étudiante qui a fait un stage dans une chaîne de télévision locale. Pour revenir un peu sur ce que vous dites, vous savez quand même que les Camerounais, je ne sais pas ce qui explique cela, parlent la langue française plus proche des Français. Par contre, quand vous êtes en Afrique de l'Ouest, moi j'ai beaucoup de plaisir à écouter les Ivoiriens parler le français. Voilà. C'est avec un ton tellement acoustique et une originalité qui nous rend parfois envieux et même jaloux. Pareil pour les Sénégalais, quand vous les entendez parler français. Et même en Afrique du Sud, parce que j'ai suivi une émission sur Vax Africa ce matin, et c'était un journal où il y avait un duo de présentateurs. Justement. Hein, ils parlent avec un accent tellement africain que ça vous donne envie de suivre ce journal. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs journaux que nous écoutons dans nos chaînes de télévision, qui manquent d'originalité, en ce sens que non seulement sur le plan visuel, la représentation visuelle, on sent que le présentateur est acculturé, et même sur le plan intrinsèque, il ne représente pas l'Afrique. Donc à quoi ça nous sert de regarder un tel journal? Vous voyez, des gens qui ont des cravates serrées, on dirait qu'ils vont se pendre à la télé, et tout ça, alors qu'on attend quelque chose d'important qui sorte de l'autre. Vous savez que Paulin, dans son émission Vox Africa Press Club, qui passe tous les dimanches à 10h30 GMT, est toujours justement en veste, cravate, bien nouée. Mais sauf que là, il n'est pas en veste et cravate, je le trouve. C'est le bon vestimentaire de ça. Ça, c'est pas simplement. Alors, on va sortir. C'est très intéressant ce que vous dites, Massé Malon, mais on va essayer d'avancer. J'ai essayé de retenir un passage de ce livre. On est bien au chapitre 8, le trésor public en ripaille. Il ne se passe plus une journée sans qu'on ne voit sur la une des titres des journaux publiés les friponneries inopportunes et entrées à l'argent détourné et au vol en série de la fortune d'un pays très peu développé par des hommes sans amertume qui passent le temps à soutirer les avoirs d'un État avec rancune dans la plus grande impunité de jour comme en pleine lune. Ça, c'est un extrait de ce poème, le trésor public en ripaille. Et puis, ce qui m'a marqué, j'ai bien vu les avoirs d'un État avec rancune. Pourtant, vous êtes dans une émission qui s'intitule bien Sans rancune. Sans rancune. Vous sortez de ce livre, on a l'impression qu'on est très, très loin du bon chemin. Est-ce que vous êtes afro-pessimiste? Du tout. D'après, je parle là en souriant, en rigolant. Mais il n'y a rien de Moi, bon. je crois qu'il faut, se moquer bon. pratiquement de tout ce qu'il y a eu de mauvais. Il y a quand même une dame, il faut l'indiquer à Annie, puisqu'elle pose la question, vous avez fait... Mais j'ai commencé par là tout à l'heure. Non, non, à l'intérieur... En par l'exemple. La chanteuse gabonaise, je crois bien. Non, non, non. Patience Dabani, la leçon en romance d'un dragon de vertu. Vous savez, quand on a annoncé l'arrivée de Patience Dabani au Cameroun, les gens ont dit personne n'irait au palais des sports parce que tout le monde est véritablement plus intéressé par des musiques de vente et de bas-vente. Mais je vous assure, quelle était ma surprise au palais des congrès, au palais des sports, autant pour moi, de constater que des gens... Nous étions à ce concert, c'était vraiment un grand moment. Vous êtes donc un témoignage vivant de ce qui s'est passé ce jour-là. Des gens étaient en larmes. Et j'ai fait des enregistrements parce que je marche toujours avec un dictaphone. Donc ce que je dis là, ce n'est pas de l'invention. C'est une réalité. J'ai des enregistrements. C'était pour dire, Annie, que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et pour moi, la leçon que Patience Dabani a donnée aux Camerounais, c'est qu'en fait, ces musiques de bas étage que tout le monde écoute et qu'on donne l'impression que c'est véritablement la chapelle courue par tout le monde, elle a démontré
que les nés avant la honte ne venaient pas nous traumatiser, on vous connaît. Donc elle a fait mon travail avant moi. D'accord. Alors, Massé Malong, dernière question, on va sortir là-dessus. Moi, je n'ai pas lu le livre et je peux vous garantir que je le lirai. Pourtant, vous venez bien de... Oui, de prendre un extrait qui me donne envie d'aller plus loin. Je vous le promets, je le lirai. Paulin qui l'a lu. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans cette crise identitaire, j'insiste, parce que peut-être sur ce point, on se rejoint, c'est une idée que je partage. Quelle est la place que vous avez donnée à ce qui peuvent être considérés comme des repères du continent africain? Je parle de ceux-là dont on peut être fier d'avoir eu comme aïeux. Si on reste au Cameroun, Oumniobé et Ernest Ouandjé. Si on va sur un plan continental, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Steve Biko en Afrique du Sud, Mandela et Myriam Makeba. Il y a un certain nombre de personnalités qui devraient servir de repère. Quelle est la place que vous leur avez accordée dans ce travail? Une place très importante. Ouais. Victor Hugo, dans Les Châtiments, disait « Sur les races qui se transforment, sombre orage, elles planeront, elles mettent pour martyrs. Et si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts se réveilleront. » Je vais vous faire une colle. Aujourd'hui, au Cameroun, dans les livres d'histoire, on n'enseigne pratiquement pas notre histoire des indépendances avec les grands leaders tels que Oumniobé, Ernest Ouandjé et consorts. Ils sont tellement nombreux. Vous voyez, on ne nous donne pas la possibilité de connaître ces grands hommes de l'histoire. Dans notre pays, pourtant, ce sont nos parents, ce sont nos repères. Pourtant, dans la rue, vous rencontrez des enfants de 2 ans que vous citez les noms de Oumniobé, de Ernest Ouandjé. N'est-ce pas paradoxal? Ça veut tout simplement dire que Victor Hugo avait raison. Si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts vont se réveiller. Et donc, je leur ai consacré tout un pamphlet, les héros nationaux des beignets haricots. Et là-dedans, je passe au scanner tous les problèmes de ces héros nationaux. Je crois que c'est important que les noms que vous avez cités là, il faut qu'il y ait des effigies, il faut qu'il y ait des affiches, il faut qu'il y ait des grands monuments, pas des monuments tels que ceux de Charles Tangana qui tombent de temps en temps, qui perdent la tête et tout ça. Ou celui qu'on a consacré à Oumniobé, à Ezeka. Ou encore à Marc Vivien Faux, qui ne ressemble pas à Marc Vivien Faux. Il y a réellement un problème. Et qu'on nous arrête cette bêtise mentale qui voudrait que chaque jour, vous arriviez en pleine avenue Kennedy et qu'on vous montre le buste de John Fitzgerald Kennedy. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, bon Dieu? Moi, je voudrais bien qu'on me dise en réalité ce que représente JFK pour les Camerounais. Pourtant, la réalité voudrait qu'il y ait des grands hommes dans cette République qui ont donné de tout. De leur vie, de ce qu'ils ont de plus cher. Véritablement. Et c'est pareil dans la plupart des pays africains. Mais merci beaucoup, Massé Malong. Je vais chuter par là en disant qu'il y a comme un complot ourdi contre ces personnes-là pour que les jeunes que nous sommes ne puissent pas leur ressembler et qu'il y a une sorte d'accaparement de ce que j'appellerais la popularité de ces repères. D'accord. Pour qui? Attendons de voir. Pour servir quels intérêts? Merci beaucoup, Massé Malong. Je sors parce que je lis un autre poème. Vous voyez que je commence à prendre du plaisir. Le titre, c'est bien « Les jacasseries jouissives des filles de Kuja ». Les femmes, ces êtres jadis sacrés, au nom du féminisme, que sont-elles devenues? Des rubriques de magazines consacrés magnifient leurs photos exubérantes de nus, telles des histoires de chiens écrasés. Elles font la une des journaux dans nos rues. Nos mamans autrefois respectées payent aujourd'hui le tribut de leur honneur perdu. Voilà. Madame, Monsieur, je recommande ce livre pour ceux qui veulent rire des maux dont souffre l'Afrique de manière générale. C'est un bilan assez caustique de ces 50 dernières années du continent berceau de l'humanité. Nous marquons un arrêt et cette fois-ci, nous venons pour la dernière partie de cette édition de Sans Rancune.